Merci, bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est plus vraiment des nouveaux anticoagulants oraux, puisque l'étude avec dabigatran et l'étude RELY qui est parue dans la fibrillation auriculaire date de 2009, nous sommes quelques années plus tard maintenant. Et malgré tout, ce sujet reste toujours très débattu. Il y a énormément d'informations qui circulent sur PubMed, il y a énormément d'informations qui circulent via les délégués médicaux. Il y a un marché évidemment qui est énorme, le marché de l'anticoagulation, ça concerne vraiment l'ensemble des médecins. Et donc, voilà, personnellement, ça me semblait intéressant au départ, j'avais fait ce type d'exposé pour les assistants, d'essayer de reclarifier un petit peu les choses, d'essayer de donner une vue un petit peu extérieure et la plus intègre possible sur ces médicaments-là. Parce qu'avec toutes les informations qu'ont les prescripteurs au quotidien, c'est plus évident pour eux d'y voir clair et de prescrire le bon anticoagulant pour le bon patient. Donc, on appelle ces molécules les nouveaux anticoagulants oraux, donc c'est plus le terme choisi. On peut dire non vitamine K anticoagulant, c'est pour ça qu'on a gardé comme le terme NOAC, ou anticoagulant direct, le terme DOAC. Donc c'est ce que vous allez voir à chaque fois dans la littérature. Alors je rappellerai cependant quelques généralités, je pense qu'elles sont importantes à connaître, les modes d'action, la pharmacocinétique, la nécessité et la possibilité de monitorer l'action anticoagulante de ces médicaments. Alors je m'arrêterai quand même sur les grands essais cliniques randomisés. C'est vraiment des essais sans précédent dans le monde du médicament et notamment dans la fibrillation auriculaire et la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse. Quand on dit maladie thromboembolique veineuse, on entend thrombose veineuse profonde et ou embolie pulmonaire. C'est la même entité. Je préciserai donc les indications qui sont reconnues, les posologies et les adaptations de doses. Là, je pense que c'est bon de le rappeler. Je m'arrêterai également sur les patients plus fragiles, parce qu'il y a des études cliniques. Pour participer à une étude clinique, il faut être capable quand même de suivre un suivi rigoureux. Les patients que vous avez, vous, dans vos salles d'hospitalisation, ils sont plus malades en général, et plus fragiles, plus polypathologiques, même si les études sont déjà assez rigoureuses, mais ça, c'est les patients que vous avez, vous, au quotidien, et ça me semble intéressant de voir ce qu'il y a dans la littérature par rapport à ces patients plus fragilisés que nous prenons en charge. Donc on entend parler de patients âgés, de patients insuffisants rénaux, et faible poids, par exemple. Alors, que faire également en cas d'indication d'antiagrégants plaquettaires associés à l'anticoagulation? On parle évidemment là de la coronaropathie, qu'elle soit stable, ou de l'artériopathie périphérique. Enfin, il y a des données également dans la vraie vie, il y a des études randomisées, puis il y a des tas de registres qui sont publiés. Et là, clairement, vous en voyez toutes les semaines à nouveau, et ça dépend de la firme qui commercialise nos médicaments, qui donne le registre qui l'arrange, souvent. D'accord? Donc, on va voir aussi ce qu'il en est. Et puis, un petit rappel de la gestion périopératoire, parce qu'ici, on est dans un hôpital complet. On fait aussi de la chirurgie et de la gestion de l'hémorragie, parce qu'il y avait quand même eu du nouveau ces derniers mois à ce sujet. Alors, vous connaissiez évidemment les mécanismes ancestraux d'action des anticoagulants indirects, les antivitamines K, et les problèmes inhérents à la prescription des héparides et des héparines de voie moléculaire, avec l'usage cutané, et aussi les problèmes de fourniture, puisque ça vient notamment du cochon, donc on ne peut pas en fabriquer. C'est aussi un coût assez élevé que ces héparines de voie moléculaire. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le prix des HBPM, mais c'est beaucoup plus cher que le NOAC. Alors, on a, depuis donc 2009 à 2010, à notre disposition, deux familles de traitements anticoagulants directs. Donc, d'une part, les Xaban, donc qui sont des facteurs qui lient le facteur 10A de façon réversible, et puis le dabigatran qui fixe la thrombine, dabigatran et tixinate. Un petit truc pour retenir, c'est que rivaroxaban, apixaban et doxaban, vous avez le XA comme 10A. C'est facile à retenir. Contrairement aux antivitamines K, évidemment, c'est bon de le rappeler, ces médicaments ont une demi-vie relativement courte, de l'ordre de 12 heures. Il y a donc une absorption relativement rapide, un pic d'action qui survient en général 2 à 4 heures après la prise, et puis la concentration diminue, on arrive à la vallée, et là, si on ne prend pas la médication suivante, eh bien, on n'est plus anticoagulé. D'accord? Donc, évidemment, ce pic de concentration va tendance à vous sur-anticoaguler, donc c'est là que le sang est plus liquide. Donc, c'est l'intérêt, par exemple, de prendre
un monodose comme l'Xarelto plutôt le soir, parce que à ce moment-là, votre pic de concentration, vous faites quand vous êtes tranquille chez vous devant votre télé, et pas quand vous êtes en train de faire du VTT à midi, par exemple. Et donc ce pic de concentration, comme la vallée juste avant la prise suivante, vont varier selon certains paramètres propres à chaque patient, évidemment. Il y a des variations individuelles qui sont quand même significatives, mais également avec le volume de concentration globale, c'est-à-dire votre poids, l'âge du patient, sa fonction rénale, puisque le rein est impliqué en grande partie dans l'élimination de ces molécules. Et donc, c'est important de retenir également qu'il y a un pic et une vallée, puisque quand on va faire un dosage de ce médicament, eh bien, il faudra savoir où on se trouve sur la courbe. Idéalement, il faut faire le dosage 2 à 4 heures après la prise pour avoir une valeur reproductible de concentration. Alors, les caractéristiques pharmacocinétiques. Donc, ces molécules sont absorbées dans le tube digestif. Elles vont être rejetées dans l'intestin, notamment par la glycoprotéine P. Et c'est vrai pour les 4 NOAC. C'est surtout vrai pour le dabigatran et pour les doxaban. Donc, les médicaments qui vont interagir, inhiber ou l'inverse d'inhibition, cette glycoprotéine P, stimulée à la glycoprotéine P, vont modifier la concentration déjà de votre anticoagulant dans le sang. Ensuite, ces médicaments vont être métabolisés par le foie, c'est surtout vrai pour le rivaroxaban et l'apixaban, via le cytochrome P450 et le CYP3A4, qui est l'usine de transformation un peu des médicaments. Il y a là éventuellement également potentiellement une source d'interaction médicamenteuse. C'est moins le cas, c'est même pas le cas pour le dabigatran, et c'est moins le cas également pour les doxabans. C'est moins le cas pour l'apixaban, les liquides, que pour le rivaroxaban, cependant. Alors, ces médicaments sont par la suite éliminés par le rein. C'est vrai surtout pour le dabigatran, qui élimine à 80% de médicaments par le rein. C'est vrai aussi pour les doxabans, 50%. C'est moins vrai pour le rivaroxaban, et c'est surtout moins vrai pour les liquides, où il y a seulement 27% d'élimination rénale. De là, évidemment, on va devoir adapter la dose quand il y a une insuffisance rénale, donc c'est-à-dire une clairance entre 30 et 50 pour les dabigatrans, pour les doxabans, puisque c'est les deux qui sont le plus éliminés par le rein, pour le rivaroxaban également, le Xarelto, et pour les liquides, normalement, on n'adapte pas la dose. Si vous avez une clairance entre 30 et 50, ça c'est important à retenir, on adapte la dose seulement si on cumule l'insuffisance rénale avec un âge supérieur à 80 ans ou un poids inférieur à 60 kg. Il faut 2 des 3 critères d'insuffisance rénale d'âge ou de poids pour adapter le dosage. Donc il y a des médicaments qui vont interagir soit avec le cytochrome P450, CYP3A4, soit avec la glycoprotéine P, et qui peuvent modifier la concentration du médicament. Donc parfois on va devoir adapter la dose en raison de ces médicaments, ou même c'est une contre-indication. Heureusement c'est relativement rare. Retenez simplement que les dérivés azolés, qui sont les antiphagiques, interagissent tous avec ces molécules, il faut donc les éliminer. C'est vrai aussi pour certains antiépileptiques, mais en pratique, par exemple le diflucan, vous pouvez l'utiliser. Donc il y a relativement peu d'interactions médicamenteuses significatives tout de même avec ces nouvelles molécules. Alors, on ne monitorise pas l'action de ces anticoagulants, contrairement aux antivitamines K, d'accord ? Pas en routine en tout cas. On peut le faire dans certaines circonstances. Quand vous avez un patient qui thrombose alors qu'il est sous NOAC, ça vous pouvez faire un dosage. Quand vous avez un patient qui doit être opéré en urgence, vous ne savez pas s'il l'a pris ou pas, là vous pouvez regarder si ce patient a pris ou pas le médicament, par exemple, ou en cas d'hémorragie aiguë. Voilà. Si vous pensez que si vous ne savez pas si le patient est compliant, si vous avez l'impression qu'il vous manque, vous pouvez faire un dosage aussi, mais vous ne doserez jamais que s'il a pris, vous ne saurez jamais que s'il a pris le médicament le jour même, puisque s'il l'a pris le jour même et qu'il ne le prend pas le jour précédent, vous ne le verrez pas, contrairement aux antivitamines. Alors, ces NOAC vont modifier des tests usuels de coagulation qu'on utilise tous au quotidien. Donc, le dabigatran va modifier surtout la PTT, mais de façon imparfaite, on va le voir.
Le Xarelto va surtout modifier votre quick. L'Eliquis, lui, va très peu modifier votre APTT et votre quick, probablement parce qu'il est pris 2 fois par jour et qu'il a un pic d'action relativement faible. Donc vous risquez de passer à côté d'un patient qui est sous Eliquis avec votre test habituel. Et le Lixiana, l'édoxavir, le petit dernier, va modifier également en partie votre APTT et votre quick. On peut faire des dosages spécifiques, d'accord? Donc on va doser la concentration en dabigatran par l'hémoclote. On va doser l'activité anti-DISA et par-delà la concentration du rivaroxaban, de l'apixaban et de l'édoxaban par des tests spécifiques qu'on a à notre disposition ici à la Citadelle grâce à Jean-Marc Midon. Si vous devez faire ce genre de test, je pense que l'idéal, c'est de contacter aussi Jean-Marc Midon pour dire voilà ma situation clinique, voilà mon patient, je voudrais bien savoir où il en est, d'accord? Et comme ça, on fait le dosage au bon moment, c'est-à-dire souvent 2 à 4 heures après la prise, soit au pic d'action ou éventuellement à la vallée pour pouvoir comparer avec des valeurs de référence connues dans la littérature. Donc ici, figure l'APTT au-dessus avec la dabigatran. La relation est imparfaite puisque la courbe s'aplatit. Et donc, quand vous êtes à des très hautes concentrations de dabigatran, eh bien, votre APTT va ne plus monter de façon linéaire et proportionnelle. D'accord? Donc c'est un test imparfait. Et le problème du quick pour le rivaroxaban notamment, pour le Xarelto, c'est que ça dépend beaucoup du réactif utilisé. Et donc c'est pour ça qu'il faut que chaque laboratoire fasse ses propres guidelines, d'accord? Et c'est ce que Jean-Marc Midon avait fait ici, pour avoir une valeur de quick qui correspond plus ou moins à une concentration supposée de Xarelto. Donc, on ne monitorise pas, hein, mais par contre, il faut être vigilant à l'apparition de tout signe d'anémie et à monitoriser la fonction rénale au moins 1 fois par an, sauf chez les gens âgés ou plus fragiles, ou ceux qui ont déjà une insuffisance rénale, où on conseille de le faire jusqu'à 3 à 4 fois par an. Alors, venons-en aux choses importantes maintenant. Donc, vous savez que l'anticoagulation, ça représente un marché énorme dans le monde, hein, et que maintenant c'est très difficile pour imposer une nouvelle médication, surtout qu'ici c'est une médication potentiellement dangereuse, et donc on a dû mener d'énormes essais randomisés. On a commencé par la prophylaxie, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, parce que c'est des patients relativement standardisés, avec une durée de traitement de 2 à 6 semaines, d'accord, et puis on a comparé ça aux HBPM. On a fait aussi des petits essais dans la prophylaxie médicale, mais qui n'étaient pas très concluants. Et puis on s'est attaqué, évidemment, au traitement de la maladie thromboembolique veineuse et à la prévention de l'AVC dans la fibrillation auriculaire. Il y a eu également des études dans le syndrome coronarien aigu et chez le coronarien instable. Et un grand nombre d'études sont toujours en cours à l'heure actuelle. Ici, on va parler évidemment que des études vraiment, des indications principales, maladie thromboembolique veineuse et prévention de l'AVC dans l'AFA. Si je prends juste l'AFA et juste la maladie thromboembolique veineuse, ça fait 110 000 patients dans des essais randomisés. Imaginez, c'est énorme. Hein, donc, c'est l'équivalent de la ville de Namur et de son agglomération. Donc, c'est du jamais vu. C'est des études qui sont quand même très rigoureuses également. Et donc, on a vraiment énormément de données dans des études randomisées. Donc, juste un mot de la prévention PTH-PTG. Ben, les résultats de ces molécules à dose préventive, prophylactique, étaient tout à fait comparables, voire favorables aux nouveaux anticoagulants oraux par rapport aux HBPM. Il n'y a pas eu d'études sur le continent européen ou américain avec une dose prophylactique de Lixiana, donc d'édoxaban, le petit dernier. La cible principale, évidemment, de toutes ces études, c'est le plus grand réservoir de patients, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, au départ, on dit fibrillation non valvulaire. Il faut entendre par là que ce n'est pas vraiment la valvulopathie qui crée la fibrillation et qui expose le patient à un haut risque thrombotique. Donc, en tout cas, on ne pourra pas étendre ces résultats aux patients avec des valves mécaniques. Ça, il y a eu une étude avec le dabigatran, le pralaxa, et l'étude était vraiment négative, elle était arrêtée de façon prématurée. Ni aux patients qui ont une sténose mitrale sévère ou modérée. Ça va ? Tous les autres patients, chez qui il y a une indication cardiologique, on va dire, sur une fibrillation auriculaire d'anticoagulation, peuvent globalement bénéficier d'un traitement par NOAC si on évite, par exemple, pour la plastie mitrale
ou la bioprothèse micrale ou aortique, les 3 premiers mois d'anticoagulation, où là, le risque thrombogène est peut-être le plus élevé et on n'a pas fait d'études. D'accord? Donc, tout patient en FA, à l'exception des prothèses mécaniques et à l'exception de la sténose mitrale sévère, peut normalement bénéficier d'un NOAC par rapport aux antivitaminiques. Alors, ces grandes études, les voici. Donc, il y a d'abord eu l'étude RELY, c'était le dabigatran. Donc, c'était 150 mg 2 fois par jour ou 110 mg 2 fois par jour, et ça, indépendamment de la présence ou non d'une insuffisance rénale significative. Donc, il y avait 18 000 patients. Et le troisième groupe, c'était la warfarine, donc en antivitaminique. Donc, ce n'est pas tout à fait les doses qu'on utilise chez nous, puisqu'il y avait des gens avec des clairances de créatinine entre 30 et 50 qui avaient 150 mg 2 fois par jour de Pradaxa. Ce n'est pas les doses qu'on utilise chez nous en Europe, mais c'est les doses qu'on utilise aux États-Unis. Alors, il y avait l'étude Rocket AF avec le Xarelto, 20 mg une fois par jour et 15 mg si vous avez une clairance de créatinine entre 30 et 50, 14 000 patients. Résultat à prendre quand même avec des pincettes parce qu'on s'est rendu compte par la suite que l'appareil qui était utilisé pour calculer les INR chez les patients était dysfonctionnait, d'accord, et donc avait tendance à donner des INR trop bas, et donc avait tendance à suranticoaguler le brin antivitaminique A. C'était pas de la faute de Bayer qui a fait l'étude. Le matériel qu'ils utilisaient était un matériel homologué, mais c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc, résultat de Rocket AF avec le Xarelto dans la FA, tout de même à mettre en parenthèse, même si la FDA et le MEA n'ont pas remis spécialement en cause les résultats de l'étude. Ensuite, l'étude avec l'Eliquis, la Pixavan, donc 5 mg 2 fois par jour, sauf 2,5 mg 2 fois, si vous avez 2 critères sur 3, âge supérieur à 80 ans, créatinine supérieure à 1,5 ou poids inférieur à 60 kg. D'accord? Donc, elle est arrivée un petit peu plus tard, on a introduit déjà des facteurs d'ajustement avec cette molécule. Et enfin, la dernière étude, c'est le Lixiana, arrivé sur le marché plus récemment, 30 ou 60 mg, avec réduction de la dose de moitié, si vous avez une insuffisance rénale avec une clairance entre 30 et 50, ou si vous prenez un inhibiteur significatif de la glycoprotéine P. Alors, d'emblée, on va oublier le brin 30 mg versus 15 mg d'édoxaban dans cette étude, puisqu'il n'y a pas d'indication pour cette molécule, parce que ce dosage qui était trop bas n'a pas montré une efficacité suffisante. Alors, si on prend ces études, vous voyez qu'en général, les gens ont environ 70 ans, même un peu plus. Donc, c'est pas mal, c'est une population qui correspond à la fibrillation auriculaire. Ils ont des scores de risque de thrombose et d'embolie qui sont globalement similaires pour l'étude avec le Pradaxa versus Eliquis, mais qui sont plus élevés dans l'étude avec le Xarelto. Il faut quand même le reconnaître qu'ils ont inclus des patients à plus haut risque. Un patient qui a un plus haut risque thrombotique a aussi un plus haut risque hémorragique, et donc qui peut saigner aussi plus facilement. Les patients d'Engage avec le Lixiana, c'est une classe un petit peu intermédiaire entre ces différentes études. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces études? On voit qu'au niveau AVC et embole systémique, globalement, les résultats sont comparables aux antivitaminiques A. D'accord? On a un avantage, donc moins d'AVC et moins d'embolie systémique pour le haut dosage de dabigatran, 152 fois par jour, ou pour l'Eliquis. En ce qui concerne l'AVC, la prévention de l'AVC ischémique, la seule molécule qui a montré une efficacité supérieure aux antivitaminiques A, c'est le Pradaxa 152 fois par jour. Les autres sont non inférieurs. D'accord? Si on prend les hémorragies intracrâniennes, ça c'est quand même le gros challenge pour nous quand on anticoagule un patient, tous diminuent le taux d'hémorragie intracrânienne, en tout cas dans les études randomisées, par rapport aux antivitaminiques A. C'est une constante dans les études randomisées, c'est aussi une constante en général dans les registres qui sont parus par la suite. Si on parle en termes de safety, donc de prévention de l'hémorragie, les hémorragies majeures surtout, eh bien là, l'Eliquis fait mieux que l'antivitaminique A, l'édoxaban, le Lixiana fait mieux également, et le dabigatran 110 fait mieux, mais il est aussi peut-être un peu moins efficace. Donc, par contre, on va le voir plus tard, chez les gens plus âgés, le dabigatran 110, donc le Pradaxa,
fait jeu égal avec l'antivitamine K. En tout cas, un autre paramètre important, c'est les hémorragies gastro-intestinales. D'accord ? Donc, toutes ces molécules vont provoquer plus d'hémorragies gastro-intestinales que les antivitamines K, sauf les liquides. D'accord ? On a une explication à ça pour le dabigatran, parce que c'est probablement une molécule relativement acide qui donne des dyspepsies, mais on n'a pas vraiment d'explication pour le Lixiana et pour le Xarelto. Moi, mon explication, celle qu'on retrouve dans la littérature, c'est que vous avez effectivement un pic d'action, c'est une monodose relativement élevée. D'ailleurs, les gens souvent saignent 2 à 4 heures après la prise. Voilà. On ne retrouve pas cette augmentation d'hémorragie gastro-intestinale avec les liquids, mais il ne faut pas oublier que c'est une molécule prise 2 fois par jour, donc il y a des moins grands pics de concentration avec cette molécule. La tolérance de ces molécules est excellente, elle est comparable aux antivitamines K. Dans la maladie thromboembolique veineuse, 2 stratégies de traitement s'affrontent quelque part. Il y a le tout au NOAC, donc ça c'est avec le Xarelto et l'Eliquis. Donc là, dès le départ, on va traiter le patient avec le NOAC et pas avec HBPM. Donc pour éviter toute aggravation sous traitement, évidemment, puisque là c'est là que le patient est à plus haut risque, c'est dans les premières semaines, on va augmenter la dose. Pendant 3 semaines avec le Xarelto, on met 15 mg 2 fois par jour. Et pendant 1 semaine avec l'Eliquis, on mettra 10 mg, soit 2 fois la dose, pendant 7 jours. Après cette dose d'attaque, qui dure de 1 à 3 semaines, on va vers une dose d'entretien, où là, on est dans des doses similaires à la fibrillation auriculaire, mais avec le haut dosage. Il n'y a aucune réduction de dose. Donc c'est soit Xarelto 20, soit Apixaban 5, 2 fois, soit Eliquis 5, 2 fois par jour. À cette stratégie au tout NOAC, il y a aussi une autre stratégie. On traitait les gens au départ pendant la phase critique par HBPM, pendant 5 à 14 jours. Et puis, après, on mettait du Pradaxa 152 fois ou du Lixiana 60 mg une fois, avec réduction éventuellement de la dose de Lixiana si le patient avait une insuffisance rénale avec une clairance entre 30 et 50 ou si il faisait moins de 60 kg. D'accord ? Donc, toutes ces molécules ont été utilisées à haute dose, il n'y a pas de réduction de dose, sauf pour le Lixiana, chez qui on gardait les mêmes critères que dans la fibrillation auriculaire. Évidemment, avec le Lixiana, on passait la phase hyperaiguë des 5 premiers jours, en tout cas qui est souvent la période critique, notamment quand vous faites une embolie pulmonaire. Alors, il y a eu des études également randomisées, environ 5000 patients avec le dabigatran, si on groupe les 2 études, 8000 patients avec le Xarelto, 5300 patients avec l'Eliquis et 8000 patients avec le Lixiana. Donc il y avait des TVP, il y avait des embolies pulmonaires, on traitait les gens en général pendant 6 mois, voire 12 mois. Il n'y avait pas de patients instables dans ces études, sauf dans l'étude avec le Lixiana, la dernière, où on a inclus comme 30% des patients qui avaient une dysfonction ou une dilatation de leur ventricule droit. Évidemment, on mettait des HBPM au départ, on ne commençait pas directement par le Lixiana. Mais ceci dit, il y avait quand même des patients avec des TVP ou des embolies pulmonaires assez étendues dans toutes les études. Donc le schéma de traitement, on l'a détaillé, et l'âge dans ces études, c'est environ 55 ans. Donc on s'adresse à une population beaucoup plus jeune que dans les fibrillations auriculaires. Il est vrai que c'est une population du patient âgé, mais aussi du patient beaucoup plus jeune que la maladie thromboembolique veineuse. Une grande partie de ces patients avaient des TVP ou des embolies dites idiopathiques. Les résultats étaient tout à fait satisfaisants, en termes d'efficacité tout à fait comparables aux AVK, et en termes de saignement majeur, eh bien là aussi, le NOAC faisait aussi bien, voire mieux que l'antivitamine K, mais population évidemment beaucoup plus jeune que dans la FA, et on avait par exemple, avec les Liquis, 3 fois moins de saignement majeur qu'avec l'antivitamine K. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'avec le Lixiana, alors qu'on diminue la dose chez certains patients quand ils ont moins de 60 kg ou une insuffisance rénale, et bien même chez les gens chez qui on diminue la dose, les résultats restent excellents, et les résultats sont encore même meilleurs quand les patients ont une dysfonction ventriculaire droite. Donc même chez les gens qui sont plus instables, avec des embolies qui semblent plus importantes, et bien le NOAC dans ces circonstances-là fait aussi bien, voire mieux que l'antivitamine K. Donc c'est comme un argument pour utiliser ces molécules chez des patients assez sévères. Les hémorragies intracrâniennes, c'est des patients jeunes avec quasiment pas, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Alors, vous savez que quand on
traite un patient pour une maladie thromboembolique veineuse, on le traite en général 3 mois quand c'est post-chirurgie ou post-trauma. Et pour les autres, eh bien, passé 3 ou 6 mois, on se pose la question de continuer le traitement anticoagulant. Et pour ça, on met en balance le risque de récidive et le risque hémorragique du patient. D'accord ? Donc, il y a quand même une grande partie des patients chez qui on va devoir continuer éventuellement le traitement anticoagulant. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un patient qui a une TVP ou une embolie non provoquée, c'est-à-dire qui n'a pas été provoqué par un trauma, une chirurgie ou un alitement vraiment prolongé, eh bien, à ce moment-là, le taux de récidive à 1 an est très élevé, de l'ordre de 10%. D'accord ? Et donc, se pose la question de continuer le traitement au-delà des 6 à 12 mois. Ça représente une proportion quand même assez significative de nos patients qu'on traite au quotidien. Et donc, cette indication dépendra également de facteurs. C'est comme ça que nous, on prend les décisions. Si c'est un homme, il est à très haut risque. Si c'est une embolie pulmonaire, il est à plus haut risque que si c'est une TVP distale, où là, on sait que le taux de récidive est assez faible. Donc, si c'est une chirurgie ou un trauma, on sait que le risque est fort faible, donc on arrête le traitement. S'il y a une TVP résiduelle, ça peut nous inciter à continuer ou pas le médicament. Et s'il y a un accroissement des dimères après le traitement, ça nous donne aussi un indice éventuellement pour prolonger le traitement. Donc, on intègre tout ça. Et donc, chez un certain nombre de patients, on va décider de continuer le traitement anticoagulant. Et donc, il y a eu également des études avec ces médicaments qui sont évidemment très confortables pour le patient. Parce que si moi, à 38 ans, je fais une embolie pulmonaire, en étant de sexe masculin, je suis bon pour être anticoagulé toute ma vie. Donc, évidemment, ici, on a un traitement qui est beaucoup plus confortable pour le patient, qui risque d'être mieux toléré. Donc, il y a des études qui ont été menées. Elles ont été menées jusqu'à 36 mois pour dabigatran après l'événement initial, mais pour les autres molécules, de l'ordre de 6 à 12 mois. Elles ont été menées souvent par rapport au placebo, sauf pour le dabigatran, qui en a mené une versus warfarine. Donc c'était globalement les mêmes types de patients que dans les études initiales. Il y avait un grand nombre de patients également, de l'ordre de 2000 patients. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bien, effectivement, le traitement anticoagulant prolongé vous protège extrêmement bien du risque de récidive. D'accord, ne l'annule pas tout à fait parce que c'est jamais un risque zéro. Mais enfin bon, on passe de 8% de récidive à 1,5% de récidive. Et en termes de saignement majeur, le saignement majeur dans cette population de 55 ans, qui a déjà fait ses premières armes avec les anticoagulants, qui a déjà été anticoagulé 6 mois avant, eh bien, le risque de saignement majeur est comparable au placebo. Et donc, évidemment, c'est intéressant, ça montre qu'on peut éventuellement, de façon relativement safe, chez les patients jeunes, continuer ces traitements anticoagulants en espérant un taux de saignement relativement faible et une efficacité au rendez-vous. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette étude, c'est par exemple, l'Eliquis a fait une étude où il comparait la dose thérapeutique 5-2 fois à la dose préventive 2,5-2 fois versus placebo. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, dans un premier temps, on traite le caillot, et puis une fois qu'on l'a traité, 6 mois après, on met juste une dose préventive pour éviter un nouvel événement. On ne pouvait pas faire ça avec les antivitamines K, c'était très compliqué. Et donc, cette étude, avec la dose réduite de Xarelto, validait quelque part ce concept, mais pas encore tout à fait, parce que le nombre de patients était relativement insuffisant. Donc, Bayer a mené une étude sur plus de 3000 patients. Donc, c'était les patients dont je vous parle. Donc, après 6 mois de traitement, on se disait, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on arrête. Et là, on comparait quoi ? On comparait le Xarelto 20 mg, la dose anticoagulante classique, le Xarelto 10, c'est la dose préventive, ou l'aspirine. Parce qu'on sait que l'aspirine diminue de 20-30% le risque de récidive d'embolie pulmonaire ou de TVP. Donc, c'est vraiment une étude très intéressante. Cette étude, elle vient juste d'être publiée au mois de mars, d'accord ? Donc, 3400 patients. Et qu'est-ce qu'on regardait ? Eh bien, le récidive d'embolie pulmonaire ou de TVP, ou les saignements majeurs. Alors, c'était des patients, 55 ans, 57 ans. Il y avait quand même 18% des patients qui avaient déjà fait un événement, c'était déjà leur deuxième événement, donc c'était déjà TVP ou embolie récidivante. Donc, il y avait quelques patients quand même avec des thrombophilies, peu de patients insuffisants rénaux, parce que c'est pas en général cette population-là, population relativement jeune, évidemment. Et alors, il y avait là, ça c'est un peu surprenant, parce que j'ai pas de pointeur, on parlait de TVP provoqué dans 60% des cas, mais ça, j'en ai rediscuté, on avait réunion la semaine passée justement avec les investigateurs de l'étude, parce que par TVP provoqué, ils mettaient tout patient, qui a même un obèse par exemple, dans l'étude c'était provoqué, parce qu'il a une obésité.
D'accord ? Donc, mais l'essentiel de ces patients-là, c'était des patients à haut risque de récidive, et donc des patients chez qui il y a vraiment, normalement, une indication, en tout cas une grande discussion pour prolonger éventuellement le traitement anticoagulant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, en termes d'efficacité, eh bien, le rivaroxaban avec Xarelto 10 même fait aussi bien que le Xarelto 20, hein, voire même peut-être un tout petit peu mieux, même si c'est pas significatif, et fait en tout cas beaucoup mieux que l'aspirine, puisque l'aspirine diminue effectivement de 30% le risque de récidive, mais pas plus. Avec le Xarelto, on a 80% de réduction du risque, et avec du Xarelto 10, ça fait aussi bien que le Xarelto 20. Et en termes de sécurité, eh bien là, il n'y a pas de différence significative en termes de saignement majeur entre l'aspirine et le Xarelto, que ce soit 10 ou 20 mg, même s'il y a une tendance avec le Xarelto 20 quand même à saigner plus qu'avec l'aspirine et qu'avec le Xarelto 10. Évidemment, les gens sont suivis pendant 1 an, donc c'est peut-être pas encore assez pour faire un saignement majeur. Enfin, ça valide bien quand même ce concept que on traite au début par une dose très élevée d'anticoagulants, le patient est à très haut risque, il risque de se dégrader, puis ensuite on le traite par une dose thérapeutique, on continue à liser le caillot, on sait qu'après 6 mois par exemple sur les TVP on ne gagne plus grand chose, d'accord ? Et puis ensuite on évite la récidive en donnant une dose prophylactique, et on évite aussi une grande partie des saignements majeurs. Ça, je pense que ça va vraiment changer la donne dans le traitement des maladies thromboemboliques veineuses. Vous risquez d'avoir de plus en plus des gens qui prennent ce genre de médicaments, la dose préventive à vie, un peu comme un coronarien, ou quelqu'un chez qui on trouve une plaque sur les carotides ou quoi que ce soit, qui continue à prendre l'aspirine toute sa vie. Je ne suis pas surpris non plus que le rivaroxaban 10 ne fasse pas plus saigner que l'aspirine, parce que dans une étude dans la F1 où on comparait l'aspirine ou à l'héliquis, par exemple, eh bien, il n'y avait pas plus de saignements significatifs dans le groupe héliquis que dans le groupe aspirine. Donc l'aspirine, ça fait saigner aussi, et c'est pas toujours très efficace. Donc ça va probablement changer la donne dans les prochains mois, et vous aurez probablement un remboursement d'ici 1 an ou 2 peut-être pour du Xarelto 10 mg en prévention secondaire d'une maladie thromboembolique veineuse. Donc toutes ces études ont fait que maintenant toutes les sociétés savantes donnent comme consigne, ok, l'anticoagulant, les NOAC, ça fait aussi bien, c'est aussi efficace que les ABK, mais on suggère même d'utiliser avant les ABK, d'essayer d'abord les NOAC si le patient peut bénéficier de cette thérapeutique. Que ce soit la CCP pour le maladie thromboembolique veineuse ou la Société européenne de cardiologie. Donc, il y a donc des remboursements en Belgique, hein, donc dans la fibrillation auriculaire, vous les connaissez, et dans la maladie thromboembolique veineuse, et il y a des dosages qu'il faut rappeler, parce que ce n'est pas nécessairement ceux des études de départ. Donc, ici en Belgique, le Pradaxa, c'est 150 mg 2 fois par jour, sauf 110 mg 2 fois par jour, si vous avez plus de 80 ans, on va voir pourquoi, si vous avez une insuffisance rénale, si vous avez un haut risque hémorragique, d'accord, ou si vous prenez du verapamil. On va voir pourquoi on réduit la dose au-delà de 80 ans pour un cas d'insuffisance rénale, alors que dans l'étude, ce n'était pas le cas. Le Xarelto, vous diminuez la dose à 15 mg une fois par jour dans la F1, uniquement si vous avez une cléarose de créatinine entre 30 et 50, ou si vous avez un score de risque hémorragique ASV supérieur au GALA 3, il n'y a pas d'adaptation par rapport au poids, ni par rapport à l'âge. Pour les liquides, 5 mg 2 fois par jour, et ça doit être la majorité des patients qui ont cette dose de 5 mg 2 fois par jour. 2 mg et demi 2 fois par jour, ce n'est qu'une niche, d'accord ? C'est les patients qui ont 2 critères sur 3, le poids, l'âge et l'insuffisance rénale. L'édoxaban, le Lixiana, le petit dernier, 60 mg une fois par jour, divisé par 2 à 30 mg, si insuffisance rénale, ou si faible poids, ou si inhibiteur important glycoprotéine P, ou score hémorragique très élevé. Pour la TVP et l'embolie pulmonaire, bon ça c'est issu des recommandations qu'on avait faites ici, donc là je rappelle les dosages, donc HBPM la première semaine pour dabigatran et edoxaban, et puis 152 fois pour le dabigatran, ou 60 mg une fois par jour pour l'édoxaban, avec possibilité d'adapter la dose pour l'édoxaban à 30 mg si inférieur à 60 kg ou insuffisance rénale. Pour le dabigatran, à 110 deux fois, il n'y a jamais eu d'étude dans la TVP ou l'embolie pulmonaire. Éventuellement, on peut le faire, mais ça n'a jamais été étudié. D'accord ? Pour le Xarelto, donc, 3 semaines, 15 mg 2 fois par jour, ce qui n'est pas anodin, parce que là, par contre, si vous vous retrouvez face à un patient à 6 ans rénal qui, normalement, doit avoir 15 mg une fois, d'accord, lui donner 15 mg 2 fois, vous vous doutez bien que vous allez le mettre à risque hémorragique pendant 3 semaines.
suivi de 20 mg une fois par jour. Ça, c'est ce qui a été étudié. Éventuellement 15 mg après si votre patient est à très haut risque, mais ça n'a jamais été étudié. Et l'héliquis, ça reste 5 mg deux fois par jour. Il n'y a pas de place pour le 2,5 deux fois par jour à la phase aiguë. Donc, c'est 10 mg deux fois par jour pendant une semaine, puis 5 mg deux fois par jour. D'accord ? Il n'y a pas de place pour le 2,5 deux fois, même si votre patient a 2 critères sur 3 pour diminuer la dose. Et après 3 ou 6 mois, vous pouvez diminuer la dose à 2,5 deux fois par jour, puisque là, on est dans une prévention de la récidive, on n'est plus dans le traitement de la maladie initiale. Alors, au-delà d'un an, quand on estime qu'on doit continuer le traitement, seuls le Xarelto et le Pradaxa sont remboursés. Donc, ça doit jouer quand même sur le choix de l'anticoagulant au départ. Si vous savez que votre patient, vous allez délibérément continuer l'anticoagulation, je pense qu'il faut choisir le Xarelto ou le Pradaxa à l'heure actuelle, parce qu'après un an, vous allez être coincé pour poursuivre son traitement. Vous allez devoir faire des artifices au niveau de la mutuelle en disant qu'il ne supporte pas son traitement antérieur, etc. Donc, ça va être plus compliqué. Donc, au-delà d'un an, seuls le Xarelto et le Pradaxa sont remboursés en Belgique dans la maladie thromboembolique veineuse. Alors, chez le patient fragile. Alors, ça a un résumé des caractéristiques patients dans la F1. Donc, dans la F1, il y avait quand même en gros un tiers des patients qui avaient plus de 80 ans. Donc, vous avez quand même une population relativement âgée. On avait de l'ordre de 20% d'insuffisance rénale. Bon, c'est déjà ça, c'est quand même pas si mal. Donc, j'entends en 30 et 50 millilitres de ferrante. On avait 30 à 40% des patients qui avaient aussi un antiagrégant plaquettaire associé. Donc, on a quand même une population, c'est peut-être pas une population toute propre, enfin, c'est pas une population toute propre, mais ils sont quand même sévères. Il y a un peu de tout quand même. Hein. Dans la maladie thromboembolique veineuse, là, par contre, on a beaucoup moins de patients âgés, très peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention d'extrapoler l'étude dans la maladie thromboembolique veineuse aux patients très âgés, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Notamment quand on s'adresse à des hauts dosages pendant les 3 premières semaines, comme avec le Xarelto, 15 mg deux fois. On a très peu d'insuffisants rénaux, donc la même remarque. D'accord ? Et on a très peu de faibles poids. D'accord ? Donc, ça doit nous inciter à la prudence avec des patients très fragiles quand on décide de les traiter avec le Xarelto ou avec l'héliquis pendant 1 ou 3 semaines avec la double dose. Alors, que dire chez les patients âgés ? Quelles sont les données ? Requête AF, c'est le Xarelto. Le Xarelto, on n'a aucune donnée au-delà de 80 ans. Aucune donnée n'est publiée. Les résultats, ils les ont. Ça, c'est clair. D'accord ? Mais aucune donnée n'est publiée. On a un groupe au-dessus ou en dessous de 75 ans. Mais rien au-dessus de 80 ans. C'est un peu dommage. Et ce qu'on voit quand même, c'est que au-delà de 75 ans, vous avez la flèche en rouge, là, malheureusement, j'ai pas de pointeur, c'est que la courbe de segment majeur a tendance quand même à tirer en faveur de la warfarine, mais c'est pas significatif. Donc, est-ce que cette tendance se confirme avec les plus de 80 ans ? Malheureusement, on n'a pas la réponse à cette question, puisque les résultats n'ont jamais été publiés. Malheureusement. Alors, en cas d'insuffisance rénale, là, on adapte la dose à 15 mg, et donc il n'y a pas de mauvaise surprise, certainement. En termes d'efficacité, par contre, si on est âgé, le NOAC a tendance à être plus efficace même que l'AVK. Et alors, encore une fois, donc le Xarelto ne publie aucun résultat au-dessus de 80 ans. Les hémorragies ont l'air d'augmenter au-delà de 75 ans, et c'est par exemple vrai aussi pour les hémorragies intracrâniennes. Je vous ai dit que les hémorragies intracrâniennes, il y en avait systématiquement en moins avec les NOAC qu'avec la warfarine, mais avec le Xarelto dans cette étude, requête AF, eh bien, cette différence en termes d'hémorragie intracrânienne est plus significative. D'accord ? Donc, est-ce que pour la cause, le Xarelto fait plus saigner ? Peut-être pas. Peut-être que c'est lié au fait que dans cette étude, les gens étaient plus à risque. Ils étaient un peu plus âgés, ils avaient des chat scores, donc des scores de thrombose qui étaient plus élevés, des ASBET scores qui étaient plus élevés que dans les autres études. Donc finalement, c'est des patients qui peuvent plus saigner ou plus thromboser tout court. Mais en tout cas, c'est dommage, on peut vraiment regretter qu'il n'y ait aucun résultat vraiment chez la personne âgée au-delà de 80 ans. Parce que quoi qu'on en dise, 75 ans, on n'est pas spécialement âgé. Même si le gestionnaire de la Citadelle pense qu'à 70 ans, on est très âgé. Alors, au-delà de 75 ans, pour l'héliquis. Là, l'héliquis, il y a des résultats qui sont publiés au 75 ans. Il n'y a pas de différence d'efficacité par rapport à une population inférieure à 75 ans. Que les patients aient bénéficié du haut dosage ou du faible dosage. En termes de saignement, donc il n'y a pas de différence non plus. Et en termes d'efficacité, par exemple pour l'insuffisance rénale, il semble que les patients insuffisants rénaux bénéficient plus, en termes de saignement, les insuffisants rénaux et en termes d'efficacité bénéficient plus de l'héliquis que de l'antivitamine K comparatif.
Et là, par contre, il y a des résultats qui sont publiés dans l'European Heart Journal chez les gens de plus de 80 ans. Et on voit que chez les plus de 80 ans, avec les lipides, ceux qui étaient dans l'étude d'Aristotle, eh bien, les résultats sont maintenus. D'accord ? Et même s'ils avaient une insuffisance rénale. Donc là, on a quand même un peu de certitude. Avec le dabigatran, donc le pradaxa, là, ce qu'on voit, vous avez la petite flèche rouge, c'est qu'au-delà de 80 ans, avec le haut dosage, 152 fois, les gens ont tendance à saigner davantage également. Et que supérieur à 80 ans, là, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 152 fois, malheureusement, c'est de piètre qualité ici, eh bien, il saigne plus qu'avec l'antivitamine K. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande, chez les gens de plus de 80 ans avec le pradaxa, de donner 110 deux fois et pas 152 fois. D'accord ? C'est à cause de ces études de sous-groupe. Au moins, eux, ils les ont publiées, et eux, ils ont une solution de rechange, qui est le 110 deux fois, qui est efficace chez les gens de plus de 80 ans, hein, au moins aussi efficace que l'antivitamine K, d'accord, et qui, en termes de saignement, est comparable à l'antivitamine K. Donc il faut simplement adapter la dose. Qu'en est-il avec le Lixiana, qui a été le petit dernier sur le marché? Là aussi, les résultats sont très clairs, ils sont publiés. Donc on va comparer uniquement évidemment le haut de dose, hein, donc le 60 avec diminution en fonction du poids et de la suffisance rénale à 30 mg, puisque le bras 30 cases, hein, on l'a éliminé. Donc ça, c'est bien une publication avec la haute dose, qui vous montre qu'en termes d'efficacité et en termes de saignement, eh bien, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les plus de 75 ans et les moins de 75 ans. D'accord, il y a tendance peut-être à avoir une augmentation un petit peu des hémorragies digestives chez les plus de 75 ans dans cette publication. Ceux qui bénéficient le plus au-delà de 75 ans du Lixiana par rapport à l'antivitamine K en termes de sécurité, c'est ceux chez qui il y a eu une diminution de dose. Donc c'est les insuffisants rénaux ou les petits poids. Alors pourquoi ces résultats sont peut-être différents du Xarelto alors que c'est deux molécules assez similaires? Évidemment ici on a introduit quand même une notion d'adaptation de la dose au poids. Vous savez bien que quand on s'occupe de gens âgés, quand on a 75 voire 80 ans, chez les femmes notamment, c'est pas rare d'avoir des gens qui font moins de 60 kg. D'accord ? Et donc ces gens-là sont particulièrement à risque. Ici, quand on diminue la dose inférieure à 60 kg, peut-être qu'on est moins à moindre risque hémorragique, qu'on adapte un peu mieux la dose du médicament au patient. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le Lixiana, on a des résultats au-dessus de 80 ans et également au-dessus de 85 ans. Donc ça, c'est la première fois qu'on a des résultats avec les NOAC chez les gens aussi âgés. Et là encore, on n'a pas de mauvaise surprise avec cette molécule, le Lixiana, par rapport à l'antivitamine K. Chez l'insuffisance rénale, là, ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui ont une fonction rénale vraiment supranormale, donc 110 ml, supérieure à 110 ml de clairante, ça c'est hyper rare, évidemment, puisque la fibrillation auriculaire, quand vous faisiez l'anticoagulé, en général, les gens n'ont pas 25 ans, hein. Donc ils ont moins 55-60 ans, et donc ils n'ont pas une clairance de créatinine supérieure à 110. Hormis chez ces gens-là où le Lixiana fait un peu moins bien en termes d'efficacité, le Lixiana fait aussi bien, voire mieux, que l'antivitamine K quand le patient a une insuffisance rénale. Probablement que le médicament est un peu plus élevé en concentration et qu'il est plus efficace. C'est vrai également pour les saignements majeurs. Alors qu'en est-il de la prévention de l'infarctus du myocarde avec le NOAC? Vous savez que le Syntron, c'est très efficace pour prévenir l'infarctus. D'accord ? Donc normalement, quand un patient coronarien instable, il a déjà fait un infarctus, on est au-delà d'un an, eh bien on ne doit pas mettre d'aspirine en plus du Syntron. On doit mettre du Syntron seul, sauf dans quelques cas à haut risque, etc. D'accord ? Donc c'est efficace pour prévenir l'infarctus. Maintenant, les NOAC, à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment encore. On a des arguments pour dire que c'est probablement efficace, mais on n'a pas fait les mêmes études qu'avec le Syntron. Alors, il y a eu des méta-analyses qui reprenaient toutes les études randomisées avec les NOAC. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bien que le pradaxa prévient probablement un peu moins l'infarctus du myocarde que le Syntron. Et ça suscite pas mal de questions dans la littérature. On ne comprend pas vraiment pourquoi, mais c'est vrai que ça revient systématiquement. Ça prévient peut-être un peu moins la récidive d'infarctus du myocarde que le Syntron. Ça n'est pas le cas pour le Xarelto et ça n'est pas le cas pour l'ensemble des anti-10A. D'accord ? On ne retrouve pas ça chez les anti-10A.
Donc, est-ce qu'il faut éviter le Pradaxa chez les coronariens chez qui vous voulez arrêter l'aspirine? En tout cas, c'est une question. C'est vrai que moi, personnellement, ça me pose question, et je pense que ça pose question à beaucoup de cardiologues, mais malgré tout, dans les registres après, etc., on n'a pas spécialement vu d'augmentation du risque d'infarctus du myocarde sous Pradaxa, mais enfin, ce ne sont que des registres. En tout cas, les sociétés scientifiques, par exemple l'ESC, mettent Pradaxa sous le même régime que les anti-10A. Donc l'ESC dit, quand vous avez un stent coronaire, qu'il ait été mis pour un infarctus ou pour une angioplastie programmée, quand vous arrivez au-delà d'un an après l'angioplastie de stent, même si c'est un infarctus, vous laissez les NOAC en monothérapie et on ne fait pas de différence entre le Pradaxa, le Xarelto, l'Eliquis ou le Lixiana. D'accord? Mais voilà, ça reste quand même une interrogation que personnellement j'ai au quotidien par rapport au Pradaxa chez les coronariens. Surtout quand on a d'autres choix, quoi. Voilà. Alors, vous savez que c'est fréquent qu'un patient ait une indication d'anticoagulation pour la fibrillation auriculaire et bénéficie d'une angioplastie. Et donc, il a une indication de double antiagrégation plaquettaire en même temps que l'anticoagulation. Et là, vous augmentez fortement le risque hémorragique de l'ordre d'au moins de 50% d'hémorragie majeure. Donc, c'est pas anodin. Et plus le patient est fragile, et plus ses risques vont augmenter. Ça va nous poser d'énormes problèmes. Et donc là, les choses sont vraiment en train de bouger. D'accord ? Il y a des recommandations ici qui avaient été publiées. Ce sont des avis d'experts, en fait. Donc, où on proposait, on mettait le NOAC au même titre que l'antivitamine K. On proposait une association de minimum à 1 mois de double antiagrégation plaquettaire quand c'était une angioplastie programmée. On laissait quand même un des deux antiagrégants plaquettaires jusqu'à 1 an, et puis après, on arrêtait les antiagrégants, on continuait uniquement l'anticoagulant. Si ça syndrome coronarien aigu, on recommandait plutôt 6 mois de double antiagrégation, puis un antiagrégant en plus du NOAC, et puis le NOAC. D'accord ? Mais toute cette donnée était éventuellement modulable en fonction du risque hémorragique et en fonction des caractéristiques du patient, son anatomie coronaire, savoir si on a mis un stent dans le tronc commun, etc. Tout ça était quand même laissé à l'appréciation du cardiologue. Mais évidemment, c'était une stratégie qui n'était pas vraiment validée. Alors, il y a des études maintenant qui commencent à être publiées avec les NOAC, plus l'antiagrégation plaquettaire, des schémas de traitement après un infarctus ou après une angioplastie coronaire programmée. La seule qui est publiée pour l'instant, c'est avec le Xarelto. Il y en a une qui est en cours avec le Liquis, il y en a une qui est en cours avec également le Pradaxa. Je pense que le Lixiana va en mener une également. Donc là, c'est un schéma où on mettait Xarelto 15 plus clopidogrel ou Effiant ou Brivic. Donc on mettait pas d'aspirine. Et c'était la faible dose de Xarelto versus petite dose de Xarelto, donc 2,5-2 fois plus Plavix aspirine pendant minimum 1 mois, et puis Xarelto 15 et aspirine, versus antivitamine K, Plavix aspirine, donc le schéma classique qu'on faisait avant. Et en fait, cette étude, donc l'étude pionnière, a montré que le groupe qui saignait le plus, c'était le groupe antivitamine K, aspirine, Plavix, forcément, d'accord. Il saignait plus, voilà. Mais par contre, en termes d'efficacité, eh bien, on faisait aussi bien avec du Plavix, du Xarelto 15 et du clopidogrel qu'avec une triple thérapie classique. Et donc, on va attendre les études qui vont sortir prochainement avec les Liquis et avec le Pradaxa. Et probablement que les recommandations seront encore modifiées, et donc vous aurez des schémas de traitement à gérer qui seront encore beaucoup plus compliqués qu'à l'heure actuelle. Donc je pense que la meilleure façon d'y voir clair, ce sera toujours de regarder le protocole de coronarographie, et la lettre de sortie de cardiologie qui vous donnera le schéma à suivre, parce que ça va vraiment devenir très très compliqué. Donc les NOAC dans la maladie thromboembolique veineuse ou dans les FA, c'est efficace, c'est safe, c'est bien démontré, 110 000 patients dans des études randomisées, c'est énorme. On enlève l'antiagrégant plaquettaire dès qu'on peut. D'accord ? Parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait saigner les gens. Les comparer entre eux, ça reste à l'heure actuelle extrêmement hasardeux. J'ai entendu dire que la FDA voulait se financer elle-même une étude comparative, parce que c'est vrai que les enjeux financiers sont énormes. J'attends de voir, parce que ça va pas être évident à faire. Et alors, le profil patient, donc le bon anticoagulant pour le bon patient, est quand même difficile à vous proposer. Donc, moi, je vais quand même essayer de m'y aventurer. Alors, chez les patients âgés,
Donc plus de 80 ans, d'accord, essentiellement, c'est comme des patients que vous soignez régulièrement. Et bien là, les seuls résultats qu'on a validés, c'est pour les Eliquis, 5 mg 2 fois par jour, ou 2 mg et demi 2 fois si vous êtes dans les 2 critères sur 3. Le Lixiana 60, voire 30 si vous êtes dans les critères d'adaptation de dose, ou le Pranaxa 110 2 fois. D'accord? Le Xarelto, pour ma part, au-delà de 80 ans, il n'y a pas d'études. Enfin, franchement, il n'y a pas de résultats, en tout cas. Donc, moi, je pense qu'on a d'autres choix. Évitez absolument les doses élevées dans la maladie thromboembolique veineuse chez ces patients en plus de 80 ans. Donc, dans la première semaine pour les Eliquis, ou dans les 3 premières semaines pour le Xarelto. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner éventuellement les Eliquis ou le Xarelto, mais enfin, je crois qu'il faut vraiment, c'est vraiment au cas par cas, mais il faut essayer d'éviter ces stratégies, parce que c'est là que vous mettez le patient à haut risque. Un patient qui a des risques d'hémorragie digestive, qui a des antécédents d'hémorragie digestive, la seule molécule qui n'augmente pas le risque d'hémorragie digestive par rapport à l'AVK, c'est l'Eliquis. 5 mg 2 fois ou 2 mg et demi 2 fois si vous devez adapter la dose. Chez un patient avec une cardiopathie ischémique stable, ben moi j'ai quand même une préférence personnelle pour les anti-10A, parce que eux n'ont pas montré une augmentation de risque d'infarctus du myocarde. Donc là, j'utiliserai les anti-10A. D'accord? Il y a une étude d'ailleurs avec le Xarelto qui vient d'être arrêtée, avec d'autres dosages de Xarelto, mais on laisse vraiment tomber l'aspirine. Les résultats sont visiblement favorables. Donc je pense que les anti-10A, c'est tout à fait efficace chez les coronaires. Si vous cherchez une prise unique, d'accord? Un patient plus jeune, qui ne prend pas beaucoup de médicaments, qui risque d'oublier, etc., ces médicaments, bien sûr, le Xarelto ou Lixiana. Si vous voulez prévenir l'AVC isolé, dans une fibrillation auriculaire isolée, patient hypertendu, ok, bon, il a un chat s'il est diabétique, il a un chat s'il faut l'anticoaguler, mais il n'est pas coronarien à démontrer, d'accord? Je pense que là, c'est une vraie indication pour le Pranaxa 152 fois, parce que c'est le seul qui diminue les strokes ischémiques dans les études, d'accord? Si votre patient a plutôt un haut risque hémorragique, vous le jugez risque de chute ou des choses comme ça, vous allez plutôt vers une molécule qui a montré une diminution des hémorragies majeures. Là, il y a l'Eliquis ou le Lixiana, d'accord? Ou éventuellement le Pranaxa 110, mais c'est un peu plus difficile à justifier de donner du 110 juste sur un risque global hémorragique. Vous pouvez éventuellement le faire. Si vous avez une préférence pour l'antidote, il y a un seul anticoagulant qui a un antidote, c'est le Pranaxa. C'est le Praxbind, on va en parler. Donc ça mérite d'en discuter aussi avec le patient. Si vous traitez un patient pour une maladie thromboembolique veineuse et que vous pensez que ce patient-là va devoir bénéficier d'une prolongation de traitement, là il faut utiliser, à mon sens, le Xarelto, parce qu'il est remboursé au-delà d'un an, ou le Pradaxa. D'accord? L'Eliquis, j'ai bon espoir quand même, j'espère qu'il sera remboursé au-delà d'un an, parce qu'il y a une étude qui est alors là également avec la dose prophylactique. Mais à l'heure actuelle, c'est plutôt Xarelto ou Pradaxa, surtout avec les résultats de l'étude Einstein Choice, dont je vous ai parlé avec le Xarelto 10. Si vous avez un jeune patient avec une maladie thromboembolique veineuse et qui est ambulant, là, à l'heure actuelle, moi j'aurais plutôt tendance à vous donner du Xarelto, parce que celui-là, il va être à faible risque hémorragique les 3 premières semaines, il va recevoir une bonne dose d'anticoagulant. Moi, j'ai déjà dans ma tête qu'après, je pourrais le traiter éventuellement avec le Xarelto 10, qui sera beaucoup plus facile pour lui, une monoprise que le Eliquis l'ai mis 2 fois, par exemple, et qui n'est pas encore remboursé en Belgique. Au-delà d'un an. Donc, il y a des données dans la vie réelle, alors là, très brièvement. Donc, effectivement, il y a des critères d'exclusion dans les études randomisées, hein, ça c'est clair. Voici une liste qu'on ne va pas parcourir ensemble, vous en doutez bien, évidemment. Et donc, il y a le biais qui est de sélectionner des patients tout propres, hein, à faible risque hémorragique, qui n'ont pas la comorbidité de ceux que vous soignez à l'hôpital au quotidien. Et donc, ces molécules ont été extrêmement monitorisées après leur mise sur le marché. Il y a des tas de registres, hein, que ce soit de la FDA, alors les Danois sont très forts aussi parce qu'ils ont des bases de données via des équivalents de RCM qu'on fait ici, mais ils savent croiser leurs bases de données, etc. Et vous donner un monitoring quelque part en termes de safety et d'efficacité de leurs molécules. D'accord? Donc il y a énormément de données. Alors je ne l'ai pas fait ici parce que j'ai pas le temps, mais je pourrais faire un petit classement. Ah, tiens, dans ce registre-là, Eliquis numéro 1. Ah, là, c'est Xarelto, là, c'est Pradaxa qui gagne. D'accord? Parce que c'est vraiment ça. D'accord? Et donc les délégués vont venir toujours vous voir. On ne vous présente plus des études randomisées du départ, qui sont quand même robustes, avec une vraie valeur statistique. On vient vous trouver avec des registres. Vous envoyez, c'est moi le meilleur. Hein, parce que là, chez les Danois,
fait moins saigner. Par contre, chez les Américains, on fait plus. Là, ça on dit pas. Enfin bref, c'est vraiment, il y a une intoxication, je pense, moi, par des résultats qui sont bien plus médiocres en termes statistiques, parce que les événements ne sont pas décrits de façon fiable, la population n'est pas toujours décrite de façon fiable, il y a des tas de paramètres que vous n'avez pas, d'accord? On mélange le tout, on sort d'un coup de baguette magique des résultats, d'accord? Et vous devez les accepter. Non, je pense que les registres sont juste là pour s'assurer qu'il n'y a pas un gros problème avec un médicament. D'accord? Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de gros problèmes avec ces nouvelles molécules dans les registres. Donc on peut être satisfait. Alors, quand même des choses intéressantes. J'insistais tout à l'heure sur la bonne dose, par exemple, d'Eliquis à donner aux patients. Je disais, par exemple, un patient qui a une clairance de créatine de 30 et 50, qui n'a pas les 2 critères sur 3, il doit avoir 5 2 fois. Parce que qu'est-ce qu'on remarque quand même? C'est que l'apixaban à faible dose, dans l'étude dans l'AFA, c'était environ 4 à 5% de l'étude Aristotle. Et en pratique, aux États-Unis, ici, c'est 20%, mais dans bon nombre de pays dans le monde, ici en Belgique, il y a 31% des gens qui ont le petit dosage, et on monte en France à 45%. J'entendais une fois un orateur des Alpes-Maritimes qui disait qu'il y avait 60% des gens dans les Alpes-Maritimes en France qui avaient le petit dosage, d'accord, d'Eliquis. Alors ça, il y a 2 raisons à ça. La bêtise et la méconnaissance des molécules, ça c'est tout à fait possible. Donc les gens ils disent on va donner le petit dosage parce que c'est grâce certainement à moi, ils connaissent pas bien ou alors ils connaissent pas bien les critères pour diminuer la dose. C'est quand même compliqué, il y a 3 critères, il en faut 2 sur 3. Ça pourrait expliquer. Et il y a une autre explication à mon sens, c'est que dans la population qu'on soigne, notamment vous, la population que vous soignez ici à l'hôpital, il y a un grand nombre de patients qu'avant on n'anticoagulait pas. On leur donnait de l'aspirine, ça nous donnait bonne conscience, c'est toujours le cas maintenant, et on se disait bah, ça les protégera toujours bien, alors qu'on sait que l'aspirine ne protège quasiment pas de l'AVC et de la fibrillation auriculaire. Ces gens-là, ils étaient incapables de rentrer dans une étude randomisée, beaucoup sont institutionnalisés, ils vivent dans des maisons de repos, etc. D'accord, mais ça c'est votre quotidien, des gens qui chutent et des choses comme ça. Ces gens-là, avant, vous leur donniez de l'aspirine, et maintenant, il y a un grand nombre de ces patients chez qui on donne de l'Eliquis 2,5 mg 2 fois par jour. D'accord ? Donc ça peut peut-être expliquer une partie du phénomène. Évidemment, ces patients-là, c'est des patients super haut risque. Ils sont à très haut risque d'AVC et ils sont à très haut risque d'hémorragie. D'accord ? Donc, voilà, c'est peut-être une des explications. Mais en tout cas, soyons vigilants à donner toujours la bonne dose pour le patient. Alors, d'ailleurs, ce problème de réduction de dose, là, ça, vous allez voir certainement passer ce papier de la part des délégués qui vont venir vous voir. Regardez un petit peu. C'est pas uniquement les délégués, c'est aussi dans des réunions scientifiques où l'orateur vous présente ce genre de papier, mais sans aucune nuance. On dit, ben voilà, on a comparé au Danemark tous les patients qui avaient des faibles dosages. L'Eliquis 2,5 2 fois versus ceux qui prenaient du rivaroxaban 15 versus ceux qui prenaient du dabigatran 110 2 fois par jour. Sauf que si vous prenez de l'apixaban 2,5 2 fois, vous êtes beaucoup plus malade normalement que si vous prenez du Xarelto 15 ou du dabigatran 110, parce que beaucoup de patients qui ont une insuffisance rénale, ils doivent pas prendre qui prennent du rivaroxaban 15 ou du dabigatran 110, ils doivent normalement prendre de l'Eliquis 5 2 fois. D'accord ? Donc on ne compare pas des choses comparables. Alors on vous donne après, on les compare à chaque fois aux AVK, et puis alors on fait des scores de proportion statistique, etc., pour vous tirer des conclusions qui sont beaucoup trop hâtives. Par exemple, on compare dans le groupe Eliquis 2,5 fois des gens qui ont 84 ans en moyenne, avec des gens qui ont de la warfarine et qui ont 71 ans en moyenne. Donc déjà, vous avez un écart de 13 ans entre les deux groupes. Alors ça, essayez de le rattraper avec un score de proportion statistique, quoi. C'est énorme. Il est évident que le patient qui est âgé, il va thromboser, il va saigner plus que le patient de 70 ans. D'accord ? Donc quand on lit pas les études, on se laisse facilement avoir. Et quand on vous présente ça dans un congrès, on va pas le dire tout ça. On va vous comparer, c'est souvent dans un symposium où on est payé pour vous dire que, attention, regardez, la petite dose d'Eliquis, c'est vraiment pas efficace, ça fait thromboser, ça fait saigner. Donc, il faut vraiment rester... On a des études randomisées qui sont très bien menées. Il y a 110 000 patients. Je pense qu'on a déjà beaucoup de résultats avec ça. Pour pas s'embrouiller avec 4400 patients sous apixaban et qu'on randomise avec qu'on fait un score de proportion avec des patients sous warfarine. Et donc après, on vous présente des résultats comme ça.
bah oui, forcément, ces gens-là thrombosent plus et saignent plus qu'à la warfarine, mais quand on voit l'écart d'âge, il est absolument énorme. Donc on parle vraiment des pommes et des poires, parfois dans la littérature, donc vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça. Par contre, on doit s'interroger, effectivement, sur est-ce que le patient qui prend le petit dosage d'apixaban mérite bien le petit dosage d'apixaban. Donc ça, on doit toujours s'interroger, toujours normalement prescrire, dans la majorité des cas, apixaban 5 mg 2 fois par jour, plutôt que 2,5 2 fois. Dans cette étude également, on n'avait aucune information sur le poids des patients, ni vraiment sur leur insuffisance rénale, pas de façon précise, alors que c'est des facteurs d'ajustement qui sont capitaux pour l'adaptation des médicaments. Donc il y a vraiment une faiblesse, et pourtant on vous présente ça comme une PABMI, pour ne pas que vous prescriviez en fait le liquide. Hein. Je suis pas payé par qui que ce soit, hein, d'accord. Donc, alors un petit mot sur la chirurgie sous NOAC, ça c'est la recommandation qu'on avait fait ici à la Citadelle. Donc ça c'est simple. Une chirurgie mineure, donc on peut facilement maîtriser l'hémorragie. Bien sûr, vous arrêtez 24 heures avant. Pour les autres, les risques intermédiaires, vous arrêtez 2 jours avant votre dernière prise J-3 pour l'Helicus, le Lixiana et le Xarelto. D'accord. Et pour le Pralaxa, c'est J-4. Donc on arrête 72 heures, sauf si vous avez une insuffisance rénale à 30 et 50, vous arrêtez dernière prise J-5. Si votre patient a un très haut risque hémorragique, ou s'il a une chirurgie vraiment une neurochirurgie, quoi que ce soit, rien ne vous empêche de l'arrêter 5 jours avant si vous voulez vraiment être sûr. Normalement, on ne fait pas de relais par héparine de voie pas moléculaire, sauf si votre patient a présenté un AVC les 3 derniers mois, un CHAT score qui est supérieur à 4, s'il a fait une embolie ou une TVP dans les 3 derniers mois, là il faudra faire un relais par héparine de voie pas moléculaire jusqu'à l'intervention. Mais sinon, en général, on ne fait pas de relais par héparine de voie pas moléculaire. Ça peut toujours être discuté au cas par cas avec le cardiologue du patient, bien évidemment. Je pense que je pense que c'est relativement clair à l'heure actuelle. Au début, on arrêtait tout avant à 5 jours, et puis maintenant, on s'est calqué sur les recommandations françaises et également sur les recommandations européennes. Donc la gestion de l'hémorragie de MOB, ça vous savez qu'avant, on n'avait pas d'antidote pour le Pradaxa, et donc c'était pour tous les NOAC qu'on agissait de la même façon. Donc si on mettait de l'hexacil, on mettait du Winira si le patient avait un antiglycéroplaquettaire associé, on lui mettait des complexes prothrombiniques, donc Octaplex, Cofact, un flacon pour 20 kg, d'accord, à répéter si nécessaire, et éventuellement il restait l'arme, le Faiba, à donner par la suite si on ne s'en sortait pas. On n'a jamais utilisé de Faiba ici, d'accord. Mais maintenant, on a un antidote pour le Pralaxa, et là c'est extrêmement confortable, hein. Donc ça ressemble à des flacons de Perfusalgan, d'Afalgan, hein. On a ça dans l'armoire des urgences, et puis si votre patient doit être opéré d'urgence, ou si jamais il saigne et que ce saignement le met en danger, eh bien vous lui mettez 2 flacons de Praxbind, 2,5 mg, 2,5 g par 50 ml, l'un après l'autre, par AKT périph', et là votre patient, quasiment instantanément, c'est un anticorps monoclonal, il n'est plus anticoagulé par le Pradaxa, et vous êtes tranquille pour 12 à 24 heures. Donc c'est quand même un très très grand confort, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire décrit avec cet antidote, et c'est une publication qui a été faite dans New England, avec des résultats tout à fait robustes qui montrent que le résultat est instantané et se maintient donc pour une durée de 12 à 24 heures, ce qui laisse largement le temps de gérer l'hémorragie et d'opérer le patient. Alors, on attend évidemment l'antidote pour tous les anti-10A. Il est déjà prêt, c'est l'andexanet alpha, c'est un facteur 10A reconstitué, mais qui n'a plus l'action coagulante et qui va agir comme un leurre. Donc l'anti-10A va venir se fixer dessus. Il y a eu des études, effectivement, également en phase 3, qui ont été publiées dans le New England. Et là, donc c'est un bolus, et puis vous faites une perfusion le temps de la chirurgie ou de gérer l'hémorragie, et puis après vous arrêtez la perfusion, et votre patient va récupérer donc ça va annuler tout de suite l'action anticoagulante du facteur 10A, mais ça, il faudra attendre que ce soit remboursé dans notre pays. Voilà, il y a beaucoup de choses à discuter sur ces molécules. Alors, je me parle le temps nécessaire. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. On est comme quelques cardiologues ici à pouvoir également répondre régulièrement à vos questions par téléphone pour tel ou tel choix d'anticoagulant.